dans ce coin lecture de février, où je reviens sur les livres que j'ai lus. J'étais pas sûr qu'on était en février, je suis un peu perdu au niveau du mois. Le temps, quand t'as un enfant, le temps n'a plus aucun sens. Faut savoir ça, le temps... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc février, coin lecture de février, j'ai lu 8 livres. J'ai littéralement lu le dernier livre du mois. Vous savez, je vous parle de mes lectures de janvier. Et j'ai littéralement fini mes lectures de janvier hier. Hier, nous étions le 9 février. J'ai réfléchi à une nouvelle façon de vous annoncer les livres que je vais lire. Mais on y reviendra à la fin du mois, enfin dans 2 semaines, quand on parlera des livres du mois prochain. On va commencer ce coin lecture du mois de février avec 2 livres de viewers. 2 livres de viewers, et je vais tuer le suspense directement, j'ai apprécié aucun des deux. Ça c'est clair. Mais ce sont 2 livres dont j'ai contacté les autrices respectives pour leur demander est-ce que je peux rentrer dans le détail de ce qui, je pense, ne va pas dans ton livre. Les 2 m'ont dit oui. Les 2 m'ont dit tu peux dire tout ce que tu as à dire. Je t'ai envoyé mon livre pour avoir un retour honnête et constructif. Donc la démarche, là, c'est vraiment d'apporter des conseils en toute bienveillance, dire ce que j'ai pas aimé, mais aussi dire ce qui, d'après moi, est objectivement mauvais, ce qu'il faut vraiment changer pour construire un livre. Après, objectivement, dans ce domaine, on est d'accord que ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux juste dire ce qui, d'après moi, ne peut pas fonctionner, parce qu'il y a des éléments comme ça dans ces 2 livres. Je parle en particulier pour le 2e livre de ce coin lecture. On y reviendra quand on y reviendra, mais globalement, c'est un livre qui a déjà, semble-t-il, conquis un certain public. Je vais en dire du mal, mais c'est dans l'optique d'aider l'autrice à progresser, et c'est avec son consentement, avec son aval, avec sa requête. C'est-à-dire qu'elle me l'a envoyé pour avoir ce genre de retour. Je vais donc donner ce genre de retour. Je préfère prévenir parce que j'ai déjà eu des expériences de jeunes auteurs qui a déjà un public de quelques dizaines, quelques centaines de personnes, et j'avais donné un avis assez franchement négatif sur le livre, et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'en avait mis plein la gueule à base de menaces, à base de... Donc, voilà, sachez que moi et l'autrice sommes OK pour que je dise ce que j'ai à dire sur son livre. On va commencer avec le premier des 2, à savoir Vénus pour Milo de Katia Goriachkine, sorti en 2021 à l'inter-4e de couverture. La couverture est extrêmement classe. Par contre, ça, on peut pas le retirer. La couverture est vraiment très très cool. Ça, vous voyez, c'est du... je sais pas si vous voyez le reflet. Normalement, si vous devriez voir que là, il y a un tube comme ça. Ah non, il se décolle. Il se décolle. Oh, je suis triste à présent. À l'intérieur d'un tube interplanétaire, une capsule fait son ascension à destination de Vénus. À bord, 6 inconnus fuient la Terre à cause de sa surpopulation et d'inexplicables maladies apparues avec le retour des spationautes explorateurs. Milo Tremblay, discriminé en raison d'une étrange altération de l'épiderme, voit dans cet exode l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Confort, nourriture lyophilisée et divertissement, l'ascenseur est entièrement équipé afin de satisfaire les voyageurs pendant le trajet, bien qu'il n'y ait pas de personnel navigant ou de communication avec l'extérieur. Tant à l'extérieur, c'est l'espace. Tout est minutieusement anticipé pour que les passagers passent un agréable voyage. Enfin, presque. C'est hyper bizarre. Parce que c'est plus ou moins un ascenseur, on est d'accord que c'est un tube avec une capsule, c'est un ascenseur. Et l'idée d'un ascenseur pour Vénus, moi ça m'évoque directement le conte plus que la SF. La différence entre le conte et la SF, c'est que dans le conte, on s'en fout des règles de l'univers. Tout peut arriver, c'est pas grave, l'important c'est l'histoire, enfin non, l'important c'est... Si, c'est l'histoire, c'est le message, mais c'est pas la cohérence de l'univers. Moi ça m'évoque ça, un ascenseur pour Vénus. Parce que c'est un enfer de logistique, un tube, surtout qu'on a un moyen beaucoup plus simple, les vaisseaux spatiaux. Et pas du tout, c'est vraiment traité comme de la SF. Comme de la SF, je vais pas dire dur, mais comme, explication scientifique de pourquoi il y a un tube, d'où part le tube, les ramifications géopolitiques que l'installation de ces tubes suscite. Et du coup, c'est assez bizarre. Et en fait, bizarre, c'est le début de ce que j'ai ressenti pour ce livre. Je dis que je l'ai pas apprécié, mais en fait, c'est un livre qui a énormément de personnalité et qui est complètement barré. C'est-à-dire que si vous regardez mes notes que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, si vous regardez mes notes, j'ai souvent été très surpris, et souvent, tu sais, je savais pas trop comment réagir. J'étais pas en mode, ah là là, ce livre est nul, je sais pas où je vais, c'était genre, wow, wow, wow. Pour l'anecdote, hier, je faisais un live sur ma chaîne Twitch, LinksTS, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je faisais un live donc sur Twitch, et en partant, on peut faire un truc sur Twitch qui s'appelle un raid, c'est-à-dire qu'à la fin, on invite les spectateurs à aller voir la chaîne de quelqu'un d'autre. Et Maillard, que vous connaissez, était en live. Du coup, j'ai envoyé mes spectateurs chez Maillard. Et il était en train de regarder un film bollywoodien. Et il appréciait ce film de la même façon que j'appréciais ce livre, c'est-à-dire
mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où on va? Mais quoi? Mais j'ai écrit tellement de fois mais quoi dans mes notes de lecture. Pour quelqu'un qui te reproche d'avoir des tics d'écriture, c'est pas mal. Bref, et du coup, je savais pas si j'aimais pas ou si j'aimais bien. Dans mon ancien système de notation, j'ai fini par lui mettre un C+. Parce que tu sais, c'est vraiment... Je sais pas ce qui se passe, mais je sais que, vu que c'était relativement court, ça faisait un peu montagne russe, quoi. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas... Au secours. Parce que je vais vous donner des exemples, parce que là je parle un peu dans le vide. Mais c'est rigolo parce qu'on me voit progressivement, je suis en train de lire mes notes de lecture, on me voit progressivement comprendre et embrasser le mindfuck. J'ai écrit, on part sur une idée intéressante et on s'intéresse à vraiment autre chose. Genre on pourrait s'intéresser à ce qui fait que les gens quittent la Terre, à comment on a colonisé Vénus, ou j'en sais rien, et à la place on a... LOL, il a failli s'étouffer avec une saucisse, et comment vous avez fait pour entrer du whisky dans l'ascenseur, c'est pourtant interdit. Et au départ, je vous disais, ça c'est un défaut, tu vois, ça c'est un défaut de jeunes auteurs, c'est que, ou jeunes autrices, c'est qu'ils ont tendance à établir un truc blom énorme, et s'intéresser à des trucs complètement nazes après derrière. C'est d'ailleurs un défaut qu'a le prochain livre dont on va parler. Mais là, non, là c'est vraiment juste... Je sais pas si l'autrice ne savait pas de quoi elle voulait parler, ou si elle voulait parler de 3 trucs en même temps, genre, ils sont dans un ascenseur pour Vénus, mais en même temps c'est un livre sur l'acception de la différence, parce que le personnage principal devient invisible parce que, comme ça, c'est un défaut qu'il a de naissance. Et en même temps, il y a une épidémie qui sévit dans l'ascenseur. Et je sais pas quelle est l'histoire principale, vraiment. Et en même temps, c'est une histoire d'amour. C'est un tout petit livre et franchement, je sais pas si je vous invite à le lire. Si, franchement, pour le voyage, quoi. Vous verrez rien venir. Vous verrez rien venir. À un moment donné, elle explique que le nom des maladies... Parce que je trouvais bizarre que... Non, en fait, je trouvais pas bizarre. Non, comme toujours, je trouvais que c'était un défaut. Que le nom des maladies soit des noms des planètes dont... parce que c'est ce qu'elle dit sur la 4e de couverture. Les explorateurs ramènent des maladies de certaines planètes. Et du coup, les maladies ont des noms qui sont liés aux planètes. Je me suis dit, ça fait un peu pauvre. Je vais pas chercher d'exemple, mais voilà, c'est la Vénusite, la Jupitérose, j'en sais rien, enfin voilà, à peu près comme ça. Et à un moment donné, dans le bouquin, elle explique que les noms de maladies sont décidés par les médias, par des sondages sur des jeux de mots. C'est-à-dire, tu proposes ton jeu de mots pour la maladie, et le nom de la maladie est accordé par sondage, ou par concours, je sais plus. Comment t'as cette idée, quoi? Et en fait, le vrai défaut de ce livre, c'est que l'autrice a pas embrassé complètement ça, c'est-à-dire, est pas partie sur une comédie. Ça part tellement dans tous les sens. Je vous parle pas de l'histoire d'amour, parce que franchement, pour ceux qui veulent le lire, faut le découvrir. Faut le découvrir en le lisant. À un moment donné, il y a un personnage qui rentre dans le personnage principal, et le personnage principal, c'était oh, il est encore rentré dedans, mais on a l'impression qu'il fait exprès d'oublier que je suis invisible. Le mec, il pense qu'on lui rentre dedans parce qu'on oublie qu'il est invisible. C'est génial comme blague. C'est super. Mais je suis pas sûr que ça soit une blague. Mais je m'en fous que je sois pas sûr que ce soit une blague. C'est une super blague. C'est génial. Je parcours mes notes de lecture. Et voilà, j'ai écrit cette petite portion de dialogue, résume tout ce qui ne va pas dans le livre, et je mets ne va pas entre guillemets parce que c'est tellement barré que ça a un côté rafraîchissant. À un niveau un peu ironique, ça fonctionne super bien. Donc allons-y pour l'extrait, je me suis encouragé à le lire, donc je vais vous le lire. Je sais pas qui parle à qui. Ah, c'est le gars qui parle à sa future amoureuse. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai visité ce parc où ils ont reproduit les plus beaux endroits qui ont disparu à cause de la montée des eaux. Chuchota-t-il soudain à son oreille pour être sûr que le récit échappa à Varma. Varma, c'est un personnage. Et il y avait une miniature de cette ville, Venise, je crois, avec des canaux à la place des trottoirs. C'était vraiment bien fait, on pouvait s'y déplacer sur de petits bateaux étroits qu'on poussait avec des bâtons. Mon frère avait exigé de partager une péniche avec moi. Nos parents avaient dû se dire qu'on était assez grands pour se débrouiller, puis ils avaient envie de profiter d'un moment à deux, je pense. Enfin bref, on s'est retrouvés à manœuvrer dans les rues étroites, sans carte, à faire la course, avec les autres visiteurs et chasser les oiseaux à coups de bâton. On a fini par déboucher sur une place avec une église et des centaines de pigeons, je te jure, il y en avait tellement qu'on ne voyait même pas le sol. On y a amarré notre barque, puis on est parti explorer le coin. Mon frère, Kit, avait tout prévu. Il avait pris avec lui un paquet de graines qu'il n'a caché pendant le trajet et qu'il a renversé en entier dans ma capuche quand nous sommes arrivés sur le parvis. J'avais des pigeons partout autour de moi. J'ai bien essayé de les chasser avec mes bras, mais ça n'a fait qu'en relocaliser une partie sur ma tête. Relocaliser? Ils me picoraient partout, ça me rendait fou. Alors j'ai commencé à courir dans tous les sens, sans rien voir bien sûr. Apparemment, je suis tombé dans le canal au moment même où nos parents finissaient leur balade en amoureux au pied de l'église. La visite du parc a fini aussi sec, et Kit a été puni alors que c'était son anniversaire. What? Et d'un coup c'est son anniversaire. Tout ça pour dire que j'ai vu des pigeons de près, et crois-moi, ils ne vont pas te manquer sur Vénus. Donc là déjà, un peu bizarre, il a été puni alors que c'était son anniversaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin bref, et quel est l'intérêt de l'anecdote? Bref, captivé par l'histoire, Aubrey ne pleurait plus, en entendant captivé par l'histoire des pigeons. En entendant la conclusion, elle esquissa un sourire qui réchauffait le cœur de Milo. Je voulais y aller quand j'étais petite, mais il a fermé avant que mes parents ne se décident à acheter les tickets. Vous deviez être jeune, c'était pour les 10 ans de Kit, donc je devrais en avoir 15. Aubrey releva brusquement la tête, l'air interloqué. Mais tu as quel âge?
32, pourquoi? Cette fois-ci, ce fut le rire tonitruant de la jeune femme qui lui attira l'inimitié des Thompson. Celle de Varma semblait déjà acquise depuis un moment. « Mais t'es vieux !» s'exclama-t-elle enfin entre deux hoquets de rire. Le Wells, c'est sa maladie qui le rend invisible, sentit le rouge lui monter aux joues. Il avait aussi la désagréable sensation de devenir tour à tour opaque puis entièrement transparent, ce qui ne lui arrivait que dans des moments de grande confusion. « Comment ça, vieux ?» parvint-elle enfin à formuler. « Je pensais que tu avais 25 ans en plus, j'en ai 23, confessa son ami, les yeux rivés sur les genoux où reposait toujours ses mains. Croyant comprendre le message, Milo fit mine de la retirer, mais Aubrey lui prit le poignet pour l'empêcher. Je dois juste m'habituer à l'idée, bredouilla-t-il. J'ai envie de dire, c'est pas comme ça qu'une personne de 23 ans parlerait. J'imagine qu'il y a des personnes de 23 ans qui parleraient comme ça. C'est une réaction vachement immature, quoi. Oh, t'as 32 ans, mais t'es vieux. Peut-être parce que j'ai 34 ans et que je t'emmerde, hein, ça c'est bien possible. Mais je trouve la réaction hyper... J'ai 23 ans, je pensais que t'en avais 25, t'en as 32. Et le mec vient de partager une anecdote sur son frère dont elle sait qu'il est mort quand ils étaient jeunes, je pense. Pour revenir à l'anecdote des pigeons, il lui raconte une anecdote super émouvante sur... Je me rappelle les pigeons, quoi. C'est hyper barré. C'est super bizarre. Mais le côté vraiment bizarre est pas 100% assumé. Et du coup, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être vraiment très 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 bon. Parce qu'il y a quelque chose... Enfin, il y a un talent, quoi, si vous voulez. Il y a un talent pour le chaos, là-dedans. Il y a un talent pour l'inattendu, pour l'absurde. Parce que c'est des idées que... Tu vois, moi, j'ai tendance à faire l'humour absurde parfois. C'est des idées que je pourrais pas avoir. Il y a un moment donné, le gars... Il y a la fille dont il tombe amoureux qui se penche, il lui regarde le cul, ça lui déclenche un trop-plein d'émotions, et il va s'enfermer dans les toilettes pour pleurer la mort de son petit frère. Ça s'invente. Je dis ça s'invente pas. Bah si, ça s'invente. Il y a des gens qui, voilà, elle a écrit ça, et je me dis, mais tu sais, c'est de l'absurde. C'est la cité de la peur, quoi, avec Simon qui vomit quand il est hyper content. Il y a ce côté absurde, et à ce niveau-là, ça fonctionne. Malheureusement, c'est pas du tout l'angle avec lequel t'attaques l'histoire, mais si tu l'avais attaqué comme ça aurait pu être vraiment très très bon, quoi. Donc, c'est une curiosité. C'est une curiosité, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un œil. Beaucoup plus délicat, par contre, et je vous rappelle que l'autrice est d'accord pour que je dise ce que j'ai à dire. Je rappelle qu'elle a un public naissant, et j'attends de ce public naissant qu'il comprenne qu'on est dans une démarche bienveillante. J'ai lu que 2 heures, donc pardon, Nosfuria, Cataclysme, Anna R. Kane, chronique d'une jeune terrienne de Virginie KZL. Ça fait 2 ans, je crois, à peu près, que son livre attend sur ma pile à lire. Très honnêtement, c'est pas agréable à entendre, je comprends bien, mais la raison pour laquelle j'ai poussé jusqu'à 2 heures, c'est parce que ça fait 2 ans qu'il est sur ma pile à lire et que je pouvais bien faire l'effort de pousser jusqu'à 2 heures, parce que franchement, j'aurais abandonné au bout de 10 minutes. Pour plusieurs raisons qu'on va aborder, mais la 4e de couverture d'abord. Mais vous allez voir, dès la couverture et dès la 4e de couverture, on sent que ça va pas bien se passer. Par-delà les nuages, à travers la galaxie et aux confins de l'univers, ils étaient là. Ils étaient là bien avant nous, et ils nous observaient. Nous n'étions pas seuls, et ce n'était qu'une question de temps avant que notre tour n'arrive. La Terre est attaquée. Anna tente de fuir les rues de la grande capitale pour échapper à un ennemi qui lui est encore inconnu. La traque des Toriati a commencé. Si tu vas parler des Toriati juste derrière, dis pas qu'ils sont inconnus. Voilà, si tu dis ce que c'est, dis pas qu'ils sont inconnus juste avant. C'est une phrase de trop, surtout que la 4e de couverture est très très longue. T'avais pas besoin de préciser ça. Prise au piège et capturée par ces gens qui ont un projet bien sombre, Anna débarque sur Nosfuria, une planète située à des années-lumière de notre galaxie. Mais alors qu'elle était vouée à une mort certaine, cette jeune femme tout à fait ordinaire était loin d'imaginer que sa vie allait être bouleversée. Ne mettez jamais que votre héros est tout à fait ordinaire sur la 4e de couverture. Jamais. Je pense qu'il n'y a aucune exception, à moins... Si, en fait, il y a des exceptions. Les exceptions, c'est quand tu veux vraiment, genre, faire une parodie, un personnage qui est caractérisé par le fait d'être ordinaire. Emmett, dans La Grande Aventure Lego, le personnage principal de H2G2, j'ai juste vu le film, j'ai pas encore lu les livres. Voilà, c'est des gens très très ordinaires, mais... Si tu as l'intention de les développer, si tu as l'intention d'en faire quelque chose d'intéressant, ne jamais dire ce personnage ou machin était un adolescent comme les autres. S'il est comme les autres, on s'en bat les couilles. Voilà. Ne jamais mettre ça sur une 4e de couverture. À quelques exceptions. Entraînée dans une aventure hors du commun, elle se destine à être la clé d'un conflit qui n'est pas le sien. C'est poncif sur poncif sur poncif, quoi. Elle est tout à fait ordinaire, mais elle a une vie, une aventure hors du commun. Et même sous la protection du commandant Tran et de ses nouveaux amis, elle a des nouveaux amis, elle devra survivre dans ce monde où elle a réussi à trouver sa place, mais où elle est également considérée comme une menace aux yeux de certains, et surtout aux yeux de Prémati, l'empereur tyran Fergus Swall. Beaucoup trop d'informations. Où je m'en suis rendu, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 8, inclus jusqu'à la page 114, ce qui représente à peu près le quart du récit. La plupart de ce que tu me dis là ne m'est pas familier du tout. Et puis, pourquoi tu dis derrière, elle a réussi à trouver sa place dans ce monde? Tu viens de niquer toute cette partie-là de ton roman.
Elle a réussi à trouver sa place, bon bah c'est bon. Entre hasard et... parce que c'est pas fini. Entre hasard et providence, elle s'apprête à changer le monde dans lequel elle vit, mais il lui faudra rester sur ses gardes si elle ne veut pas finir comme les autres, entre guillemets, ceux qui n'ont pas été choisis. On navigue entre clichés vagues et trop d'informations. Cette quatrième de couverture ne fonctionne pas à vraiment plusieurs niveaux. Alors, j'ai fait l'effort de relever la plupart des petites erreurs que j'ai vues. Tu trouveras ça dans mes notes de lecture qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Mais je vais pas en parler dans cette vidéo, quoi. Il y a un moment donné, tu écris soi-disant civilisé, entre guillemets, alors qu'il n'y a que civilisé que tu aurais dû mettre entre guillemets, soi-disant civilisé, entre guillemets, c'est redondant. Enfin voilà, je vais juste revenir vite fait sur les points les plus importants. En l'occurrence, vraiment, le gros point important, pour moi, le gros défaut principal du livre, c'est que l'héroïne est insupportable. Elle subit vraiment tout, c'est-à-dire que j'ai dû attendre la page 64 ou 65 pour qu'elle fasse quelque chose. Elle est faussement modeste, et ça la rend très antipathique. Elle sauve des gens, mais tu sens que les gens servent à rien dans l'histoire. Au début, elle sauve une collègue de bureau à elle. La collègue de bureau, la page suivante, on n'en entend plus jamais parler. C'est juste, regardez ça, comme elle est courageuse et forte, alors que tous les autres, ils sont pas courageux. Elle est courageuse. Et moi, ce que ça me fait dire, c'est mais va te faire foutre, ta gueule. Pas toi, l'autrice, hein, le personnage. Vers le début, il y a un délire avec la galanterie. C'est la page 2. Enfin, c'est la page 2. C'est la page 14, mais c'est la deuxième page de l'histoire. En effet, lorsque vous utilisez les transports en commun, moyen de locomotion très avantageux où des personnes sont rassemblées pendant la durée d'un trajet, je sais même pas te dire si t'es sarcastique ou pas. Dites-vous bien que malheureusement, c'est l'endroit où vous aurez l'occasion de constater que les valeurs d'autrefois n'existent plus. Elle est toujours dans le jugement, c'est désagréable. Mais... alors, centré et italique, je ne sais pas pourquoi. Mesdames, messieurs, l'époque des gentlemen et des gens aux bonnes manières est désormais révolue. On revient à une pagination normale. D'ailleurs, pour en revenir à mes vieux principes, j'ai la pénible habitude de me rendre à l'évidence que le mot galanterie a perdu tout son sens. Les femmes sont debout et les hommes, pendant ce temps, restent assis. Sans parler de la rare minorité de personnes prêtes à céder sa place à une femme enceinte ou à une personne âgée ou handicapée. Visiblement, ça n'a l'air de pas gêner les gens. Mais moi, si... Quel courage. Ok, je sais ce que vous allez penser. Moi, là, ce que je pense, c'est vraiment juste... c'est pas si peu commun que ça, les gens qui se lèvent pour laisser la place à des personnes qui ont une mobilité réduite. Tu devrais pas avoir l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel, d'exceptionnellement gentil. Tu te donnes des fleurs que t'as pas données. Ça, c'est ce que je pense. Je sais ce que vous allez penser. J'ai peut-être de vieux principes, très certainement dus à l'éducation stricte que j'ai reçue, mais décidément, je crois que je n'arriverai jamais à m'y faire. C'est pas ce que je pense. C'est pas du tout ce que je pense. Je pense pas que... décidément, c'est peut-être moi qui ai un problème, mais... Je pense que c'est normal de pas tuer des gens. Et très vite, tu te rends compte que, sur tout le passage, sur les 100 premières pages que j'ai lues, 5 ou 6 fois, elle se fait sauver par un homme. Et souvent par un homme, un extraterrestre musclé. Fort bien fait de sa personne, aux yeux sombres. Et aux cheveux sombres. Et tu te dis, d'accord, et là, je me suis voilà, j'ai compris. J'ai compris le genre de livre que j'étais en train de lire. Vous allez voir. Première ligne. Alors d'abord, il y a un prologue où les extraterrestres envahissent. Je m'appelle Annabelle Rachel Ken, ou encore Anna pour les intimes, j'ai 27 ans, et à vrai dire, je suis une fille comme les autres, mais du haut de mon 1m61, je possède un sacré caractère. Comme tout le monde, j'ai mes défauts et mes qualités, je suis un peu solitaire, et ma vie n'a rien d'extraordinaire. 2 paragraphes et je m'en fous, quoi. 2 paragraphes et je m'en fous de ton personnage. Et puis surtout, elle se présente par son âge et sa taille, quoi. L'impression d'être sur un site de rencontre, et encore. Et puis, comme tout le monde, j'ai mes défauts et mes qualités. Même si t'avais développé ces défauts et ces qualités, on serait encore dans la démonstration et pas dans la narration, on serait encore dans l'explication plutôt que l'histoire. Du coup, il n'y a aucun intérêt, on n'apprend rien sur ce personnage. Et 3e paragraphe, je suis célibataire et comme toutes les filles à la recherche du prince charmant, mais ça, c'est une autre histoire. Alors déjà, méga cliché évidemment, et en plus cliché hyper rétrograde, et en plus c'est une autre histoire, c'est-à-dire que 3e paragraphe, tu nous racontes une autre histoire. Enfin je sais pas, c'est comme si Harry Potter commençait bonjour, je m'appelle Harry Potter, j'ai 12 ans, j'ai mes qualités et mes défauts, et j'ai 3 couilles, mais ça c'est une autre histoire. Où on va quoi? Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, le personnage est inintéressant et très très vain, et le meilleur exemple de ça, ça se passe plus tard... Ouais, non, ça je vais en parler parce que quand je dis elle se présente vraiment comme l'héroïne, voilà. À un moment donné, elle trouve des enfants et elle décide que les enfants, que ces 3 enfants, ces 4 enfants, là, c'est la chose la plus importante dans sa vie et du coup, il faut absolument qu'elle les protège. Et les extraterrestres menacent de tuer les enfants. Et Ginette, là, elle dit « Non, pitié, ne tuez pas les enfants, tuez-moi, moi, mais épargnez les enfants !» Et je me dis « Pourquoi tu es là, elle? Pourquoi tu veux qu'on te tue ?» épargner tout le monde, en particulier les enfants. Enfin, tu vois,
subtilement, si elle dit juste épargner les enfants, on comprend, moi c'est pas grave, les enfants épargnez-les. Si elle dit tuez-moi mais épargnez les enfants, c'est une façon de se mettre en avant, c'est une façon de dire moi je suis prête au sacrifice moi. Et t'as envie de dire bah tuez-la, s'il vous plaît. C'est elle qui demande, alors allons-y. Hein. Ouais, j'ai écrit dans mes notes de lecture parce que je surligne les notes de lecture que je m'invite à ne pas oublier. Et ouais, elle est systématiquement dans le jugeant. Et vas-y que la galanterie elle est morte et que personne n'aide les enfants, que vraiment comme les gens sont pas civilisés. Heureusement que je suis parfaite, hein, au point que les extraterrestres ténébreux ils tombent amoureux de moi, parce que ça aussi, les extraterrestres disent je ne comprends pas, tu préférais te sacrifier plutôt que de... plutôt que quoi d'ailleurs, plutôt que de ne pas mourir, tu préférais te sacrifier pour ces enfants, mais ça fait des décennies qu'on regarde la planète et jamais un être humain n'a fait preuve d'autant de gentillesse. J'avais l'impression que les êtres humains étaient des êtres abjects et tu m'apprends que ils sont capables de sentiments. Ça marche pas. Ça marche pas, et en plus ça attire vraiment l'antipathie envers ton personnage principal, quoi. Ouais, ce passage-là, non, page 83, là, par contre je vais être obligé de le lire. Ce qui s'est passé, je spoil pas grand-chose, hein, je spoil vraiment juste le début. Les extraterrestres ont kidnappé une partie de l'humanité et ils ont fait exploser la Terre. Le président des extraterrestres l'a plus ou moins choisi comme princesse, mais suite à un quiproquo, elle a été envoyée en tant qu'esclave. Mais tout va bien, elle s'est fait un ami. Mais l'ami est mort, et elle allait se faire battre à mort, et là-dessus le prince est venu la sauver, et on en est là. Et non, elle est morte, et ils l'ont ressuscitée grâce à de la technologie extraterrestre, et on en est là. Donc elle se réveille dans une maison grandiose, voilà. Ouais, elle entend un bruit et elle se cache. C'est parti. Et là d'un coup, Tran apparaît sur ma gauche et semble très étonné. Tran, c'est Edward Cullen. Pourquoi te caches-tu ? Qui est avec vous ? J'ai entendu une femme. J'ai à peine fini de lui poser cette question que la voix de cette femme retentit à nouveau, mais dans la pièce cette fois-ci. Parce qu'ils étaient dans la pièce d'à côté. Elle est là, immobile devant l'entrée, mais je ne vois pas encore à quoi elle ressemble. Elle vient de dire quelque chose à Tran dans cette langue étrange. Il lui répond d'un air amusé, puis il me demande ensuite de me relever et m'assure que je n'ai rien à craindre d'elle. C'est ce que je fais, mais très lentement, tout en serrant très fortement, deux adverbes en main, la cape pour ne pas qu'on me voie presque nu. Une femme magnifique se tient juste devant moi. La peau claire, blonde, avec des cheveux attachés, formant un épais chignon, de bonnes pommettes, des yeux en amande magnifiques. Elle est élancée avec un physique assez généreux, cette femme est vraiment belle, 3 petits points. Je l'observe dans les moindres détails, et elle fait de même. Anna, je te présente Kira. Elle est ma meilleure amie depuis des années. Tu pourras lui faire confiance autant que je lui fais confiance. J'ai demandé à Kira son aide, elle t'apprendra à devenir une femme de ce monde. Je continue d'observer la jeune femme qui m'examine très attentivement de la tête aux pieds. Tran me fait avancer vers elle. Celle-ci me sourit, mais je ne suis pas très réceptive. Alors elle soupire, puis dit quelque chose à Tran, qui le fait rire aussitôt. Nous sortons de la cuisine et... C'est très sujet vers complément, quoi. Nous sortons de la cuisine et arrivons à l'entrée où il y a le grand escalier. Tran parle avec Kira, puis il s'adresse ensuite à moi. J'ai quelque chose d'important à faire, je ne serai pas long. Kira va s'occuper de toi, après nous irons faire un tour dans la cité s'il n'est pas trop fatigué. Et plus tard, nous irons voir les médecins, car lorsque j'y suis allé, il était introuvable. Je m'ennuie tellement dans cette maison que je suis tout de suite ravi par cette proposition. La Terre a explosé, elle a été réduite en esclavage, elle est morte, elle est ressuscitée, elle s'ennuie dans cette maison! Elle a été enlevée par des extraterrestres, j'ai même pas pensé à préciser ça. Comment tu peux être superficiel et c'est pas vaine le mot que je cherche, c'est vide quoi, c'est... Voilà, superficiel à ce point, quoi. Au point que tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. En plus, après, on apprend qu'elle avait de la famille sur Terre, mais j'apprends ça tellement tard, quoi. La Terre a explosé, j'apprends qu'elle avait de la famille sur Terre au bout de je sais pas combien de pages. Je savais qu'elle avait un chat, et le chat, l'essentiel du temps, elle s'en fout. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer plus dans le détail. Mais globalement, voilà, il y a beaucoup de petits défauts et quelques gros défauts. Et pour moi, t'as une grosse marge de progression. Mais en même temps, t'as déjà trouvé plus ou moins un public, hein. Il y a déjà des gens qui mettent des critiques très positives sur ton livre, sur les sites sur lesquels je suis. En l'occurrence, je pense à Babelio surtout. Donc peut-être change rien, j'en sais rien. Moi, je te donne les conseils que je te donne pour satisfaire un public, à la fois un public dont je suis, et à la fois un public qui me semble plus large, si tu veux. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort, et peut-être qu'il faut juste que tu continues à faire ce que t'aimes, en gardant cette espèce de liberté d'écrire absolument ce que tu veux. C'est tant que ça marche, peut-être que t'as rien à changer, je ne sais pas. Mais si tu me demandes à moi, et c'est ce que t'as fait, c'est pour ça que je te donne une réponse, il y a beaucoup de choses à améliorer, vraiment beaucoup de choses à améliorer, dans ton traitement des personnages, dans ton traitement des personnages secondaires qui vraiment appartiennent à 4 catégories, l'héroïne qui ne fait rien, qui se contente d'être sauvée et de subir son histoire, les méchants qui sont très méchants, les amoureux qui sont très musclés, enfin qui sont très musclés, j'exagère, mais qui sont
qui sont beaux, ténébreux, et voilà. Et les personnages secondaires qui sont là pour mettre en valeur ton personnage principal. Mais mettre en valeur, ça fonctionne pas parce que eux-mêmes ne valent rien, donc ils peuvent rien mettre en valeur. Voilà, j'espère que tu prendras pas mal mes critiques, j'espère que ton public prendra pas mal mes critiques. C'est vraiment dans un but bienveillant d'apporter ma contribution au développement de ton écriture, puisque tu me le demandes. Voilà, c'est pas de la prétention de ma part, c'est vraiment juste, tu me le demandes, je te le donne. Aussi simple que ça. Voilà, c'était les 2 livres de cette édition du Coin Lecture. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Cauchemar à l'hôtel, qui est une aventure d'Agatha Raisin de M.C. Beaton, pour parler de Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie et pour parler des Yeux du dragon de Stephen King. J'espère que vous serez nombreux, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, la question de fin de Coin Lecture qu'il a encore failli oublier. J'ai décidé de mixer un peu les deux ambiances des 2 livres que j'ai lus pour vous concocter cette question, qui est plus une invitation à l'expression libre, on va dire ça comme ça. Des extraterrestres enlèvent, j'ai écrit 1/100 de la population terrestre, mais voilà, une infime partie de la population terrestre, et détruisent la Terre. Et là, le roi ou la reine des extraterrestres vous repère et vous demande un truc. Quoi ? Et comment vous réagissez? Vraiment dans l'optique Vénus pour Milo, c'est-à-dire, il vous demande un truc que vous n'avez pas vu venir, que le lecteur n'a pas vu venir. Qu'est-ce qu'il vous demande? Et comment vous, je dis vous, mais votre personnage, comment, voilà, quelle est la réaction face à cette demande incongrue, mais qui a sa logique? Parce que ça, c'est important aussi, parce qu'il faut pas que ça sorte de nulle part, c'est genre, vous avez une brosse à dents? Non, parce que ça peut marcher. Ça peut marcher comme réplique, parce que on peut imaginer que l'extraterrestre, il n'y a plus de brosse à dents sur sa planète, j'en sais rien. Bref, voilà, écoutez, si ça vous amuse, commentez un truc là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des 3 livres que je vous ai évoqués précédemment. D'ici là, bonne soirée à vous, et à la prochaine. Ciao.